déjà, je me réjouis. Effectivement, en ce moment, on est dans un climat un petit peu compliqué avec le Covid, ces boutiques qui ferment, les restaurants qui ferment, les élections présidentielles américaines. On a pas mal de changements. Et c'est vrai que dans ces phases de changement, il est nécessaire de se poser des questions, sur notre propre parcours, mais aussi sur les différentes manières dont on a de percevoir la vie et de remettre en question un petit peu les modèles. Et dans cette idée de remettre en question ces modèles-là, on l'a fait déjà chez JobWatch en proposant justement ce genre de live pour justement créer du contact entre vous, créer du lien, mais aussi en vous proposant des nouvelles ressources, des ressources qui peuvent vous apporter des nouvelles clés, des nouvelles pistes. Et dans cette démarche un petit peu disruptive, on a voulu inviter Thomas, qui va nous parler de l'avenir de la distribution horlogère. Alors, je vais faire un petit partage d'écran pour 2 minutes. Hop, alors, Valérie, le partage d'écran, il n'est pas activé pour 2 minutes. L'idée, justement, c'était avec Thomas, super, donc, avec Thomas de voir justement comment on pouvait faire. Avant peut-être de vous faire ce partage d'écran, j'avais juste une petite question. Et j'aimerais que vous me dites dans la barre d'infos de droite, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est pour vous JobWatch? Qu'est-ce que c'est pour vous JobWatch et comment ça peut vous aider JobWatch aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez de JobWatch? Alors, on a chasseur de tête, idem, networking, m'aider à trouver un emploi. Alors ça, clairement, on est là pour ça. Une plateforme de l'emploi après 5 ans, super. Une plateforme d'emploi montre, tout à fait. Des emplois, des formations, exactement. Donc, on est vraiment ça. On est vraiment aujourd'hui une plateforme pour l'emploi. Et donc, JobWatch, c'est vraiment la formation. Donc, c'est l'emploi, c'est des offres d'emploi que vous verrez vraiment nulle part ailleurs, vraiment spécialisées dans l'horlogerie et la microtechnique, donc dans tout l'arc jurassien. On propose aujourd'hui aussi sur notre site tout plein de formations. Donc, aujourd'hui, parfois, on peut être dans une perte d'emploi, on peut être de vouloir changer un petit peu de direction, surtout en ce moment où il y a pas mal de changements. Donc, je vous invite vraiment à voir toutes nos formations sur notre site. Et puis, on a ce nouveau service JobWatch Live. On propose aussi un nouveau service qui s'appelle JobWatch Coaching, qui vous permet justement de vous coacher dans vos démarches d'emploi. Donc, je vous invite à faire un petit mail à l'adresse que Valérie va vous mettre dans la barre de droite si vous avez besoin d'un coaching pour vos démarches d'emploi. Juste avant de commencer vraiment le talk, je voulais juste rappeler quelques petites règles. Faites attention à bien mettre vos micros coupés parce que l'idée, c'est quand même d'éviter les bruits un peu parasites, d'être bienveillant ou bienveillante. L'idée, c'est vraiment qu'on s'apporte des choses. Donc, on peut débattre de plein de choses, mais voilà, il faut vraiment essayer au plus d'être positif parce que le positif apporte le positif. Tous les commentaires sont les bienvenus. Donc, n'hésitez pas tout au long du talk à poser vos questions. Peut-être qu'elle ne sera pas… à des fois, on a eu des exemples où il y a eu beaucoup de questions, donc n'hésitez pas à réitérer. Et puis, indiquez votre nom et votre prénom parce que qui sait, vous pouvez retrouver quelqu'un, créer du lien aussi avec d'autres personnes, discuter entre vous, c'est le but aussi. Donc, n'hésitez pas. Alors, Thomas nous en dira plus, mais juste pour se présenter. Donc, Thomas a travaillé chez Victorinox, il a travaillé chez Maurice Lacroix. Il est actuellement propriétaire et créateur de sa propre marque de montre qui s'appelle Bayo. Valérie aussi vous mettra l'adresse de son site sur la barre de droite. Et il est aussi créateur de la Watch Trade Academy qui permet d'apprendre à vendre et apprendre à la distribution horlogère. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas forcément ce que c'est et c'est parfois un petit peu abstrait pour tout le monde.
Je vous invite aussi à aller sur nos réseaux sociaux, voilà, pour avoir toutes nos actualités. Alors, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Et puis, Thomas, je te laisse un peu t'introduire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton expérience, ton histoire et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la distribution horlogère? Cool. Merci beaucoup, Raphaël. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je remercie d'abord évidemment JobWatch, toi et Valérie de me recevoir. Je remercie tous celles et ceux qui prennent un moment ce midi à m'écouter. Vous pouvez manger, hein, moi pas, mais profitez de manger, pas de souci. Euh, et puis, je me réjouis vraiment justement pour un tout petit peu échanger sur une expérience en sachant que la vie est faite de plein d'imprévus. Et j'ai moi-même, puisqu'on est dans un site d'emploi, j'ai moi-même été à une croisée de chemin il y a 3 ans et demi, 4 ans, où j'ai fait une belle ascension professionnelle dans différentes marques horlogères. On a cité deux principales, il y en a encore une ou deux étapes. Et finalement, à un certain moment, je me suis retrouvé à une croisée des chemins, à me demander si j'allais reprendre un fanion, partir pour une marque. Et effectivement, je ne le sentais plus tellement. Je sentais qu'il y avait quelque chose j'y croyais plus tellement dans la manière dont j'avais vendu des montres dans le monde entier pendant 15 ans. Et, euh, et j'ai donc commencé un petit peu une espèce de quête, de réflexion sur quelle était vraiment ma place, donc quoi est-ce que je devais partir. Et alors, un rapide survol, je suis né à Chaux-de-Fonds dans les années 70. J'ai grandi dans une montre, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire, on a 50% de travail dans l'horlogerie et 50% de chance de travail pour l'horlogerie. C'est quand on est à Chaux-de-Fonds, directement ou indirectement. Et j'ai toujours été beaucoup passionné par ce sujet. Fait des études en économie internationale, relations internationales, Neuchâtel, Saint-Gall. Commencé dans la presse, je le mentionne parce que c'est intéressant. J'ai travaillé chez Feu Publicitas, une énorme régie publicitaire. Je travaille pour le journal Le Temps pendant 2 ans. Et je le mentionne parce que pour moi, ça reste aujourd'hui l'expérience intéressante de ce qui arrive dans l'industrie qui rate son tournant digital. Publicitas a fait faillite en 2018 parce que justement, et on le voyait déjà dans les années 2000, on voyait ce tournant digital qui s'est amorcé évidemment sous forme de marketing d'abord. Et j'ai compris justement qu'est-ce qui se passait si on ratait un tout petit peu, quelque part, le virage, on vient d'une sortie. Ensuite, j'ai fait mes armes principalement chez Victorinox Swiss Army, comme tu l'as mentionné, Raphaël. J'ai commencé avec ma petite valise sur le marché suisse roman pendant une année, qui est très intéressant parce que là, chaque pièce compte. Il faut vendre vraiment montre par montre. Ça permet de comprendre mieux la réalité de chaque détaillant. Ça a bien fonctionné. J'ai repris des fonctions un peu plus de manager et j'ai beaucoup fait de l'international pendant 10 ans. Et là, je fais un rapide survol. Après, j'étais direction des ventes Maurice Lacroix. J'étais vice-président d'une autre petite marque horlogère. Et finalement, j'ai fait toutes les postures ventes, je pense, qui sont possibles dans le monde entier, quasiment. J'ai géré des filiales, fait du wholesale, du corporate, military business, de la vente duty-free, de la liquidation, bien qu'on sait que personne n'en fait, mais quand même. Et puis finalement, voilà, je me suis retrouvé à un moment où il fallait réformer des marques indépendantes. Et en fait, tout mon cursus s'est fait dans des petites marques qui travaillent avec des très bons distributeurs. Donc, j'ai travaillé avec tous les grands noms de l'horlogerie dans le monde. Mais par contre, on n'avait pas des centaines de millions de budget qu'ont les grands groupes, donc on devait se battre sur le terrain. Et finalement, c'était une école qui était très intéressante. Il y a 4 ans, finalement, dans cette période de réflexion, de recherche d'emploi ou de recherche de ma voie, j'ai été amené à donner une conférence dans un master luxe sur un thème qui leur semblait intéressant, qui était la distribution. J'étais boire un café avec les personnes qui l'organisaient, chargé de cours, qui a trouvé passionnant. Il m'a dit finalement que ça mériterait une journée. Une autre personne s'est désistée, c'est devenu 2 jours, donc c'est devenu une conférence, c'est passé à 16 heures de cours, qui est carrément une formation. Je me suis pas dégonflé, j'ai travaillé pendant 2 mois et je me suis dit que c'est très intéressant de mettre par écrit un jour vraiment toutes les connaissances que j'avais accumulées dans le monde entier pendant 15-16 ans, à arpenter le monde pour vendre des montres. Et j'ai fait ce cours qui finalement était là et dont j'ai eu l'idée de le mettre en ligne et finalement de monter sans prétention une espèce de petite académie que j'ai appelée Watch Trade Academy. À l'époque, ça s'appelait Mercari Academy. Mercari étant le mot latin qui veut dire faire du commerce. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, en faisant mes recherches pour faire ce cours, je me suis rendu compte que personne n'enseignait la distribution internationale. Il y a beaucoup de raisons à ça. Peut-être la raison la plus flagrante, c'est la logique du champignonneur.
c'est que quand vous êtes un bon champignonneur et que vous découvrez une clairière où il y a plein de champignons, ben, en général, vous filez l'adresse à personne. Et dans l'horlogerie, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est un jeu de somme nulle. Et les bonnes techniques, les bonnes practices, ben, en fait, les gens les gardent pour eux. Parce que finalement, le vendeur, ben, c'est celui qui a le carnet de lait, qui connaît tous les clients, qui connaît toutes les marges. Et c'est celui c'est l'unique responsable du flux entrant. Et là, je vais un petit peu insister sur ce point-là, parce que finalement, peut-être que c'est une vision un tout petit peu pragmatique, hein. J'ai mes propres valeur en tant que personne, mais quand j'enfile mon habit ou ma veste de vendeur, je réfléchis en termes de flux financiers. Si vous voulez, dans une entreprise, si vous prenez un compte d'exploitation, il y a gauche, droite, gauche, les rentrées, droite, les sorties, pour tout, ça rentre, tout ça sort, mais tout ce qui, en général, sont les départements enseignés dans les universités, c'est des flux sortants. Le marketing, la production, tout ça, c'est des choses qui dépensent de l'argent. La seule chose qui finalement est un flux entrant financier, c'est la vente. C'est-à-dire de générer, de permettre, la distribution est le vecteur qui va permettre ce moment T, que j'appelle le moment philosophal, en référence à la pierre, qui va changer le stock en chiffre d'affaires. Parce que le stock, une marque qui a des montres en stock, c'est un sac de pierre que les marques doivent porter. Ça pèse lourd, ça grève un bilan, et c'est quelque chose dont il faut se débarrasser à ce moment T qui va convertir cet investissement. Si vous voulez une montre en stock avec une campagne marketing, c'est le summum de tous les investissements d'une marque qui finalement ne se traduit en bénéfice que quand la marque est vendue, il y a un chiffre d'affaires, il y a un bénéfice si on a bien fait les choses. Donc, je m'intéresse, si vous voulez, à ce flux-là. Et ce flux-là, celui qui maîtrise le flux, maîtrise finalement l'argent, qui est quand même le but du commerce. Et donc, on n'enseigne pas tellement cette discipline dans les entreprises. Finalement, chacun doit se former sur le tas, où on se forme dans les entreprises. Et chacun essaie de comprendre finalement comment on peut faire pour arriver au Graal, c'est-à-dire arriver à vendre ces montres. Parce que c'est magnifique de les produire, mais une montre qu'on a produite qu'on ne vend pas, bah, de nouveau, c'est toxique. Donc, je me suis beaucoup intéressé à essayer de comprendre réellement et d'expliquer comment on fait pour monter une distribution internationale. J'ai eu pas mal de succès avec mes cours. Beaucoup de gens venaient faire mes cours. C'est en général des gens qui viennent de la production, des designers qui ont des idées de produits, qui aiment leurs produits, ou des gens qui viennent du marketing et qui aiment leur idée. Et on sait tous que l'amour rend aveugle. Donc, dans les deux cas, les gens arrivent avec un produit, une idée, et finalement, soit la montre est produite, soit ils ont fait toute leur campagne marketing, et finalement, ils se disent, tiens, il va quand même falloir qu'on les vende. Et ça ne se fait pas comme ça. Les gens ne font pas la file devant les fabriques le lundi matin pour acheter les montres. Il faut déployer une marque. Et donc, je me suis employé à expliquer ce que réellement était le fait de mettre sur pied une distribution internationale. C'est vraiment complexe. C'est une discipline et personne ne l'enseigne. Je trouve tout à fait dommage. Et finalement, dans mes cours, premier Raphaël, après j'arrête, mais tu me coupes, hein, je suis un peu passionné, je suis désolé, c'est vrai que c'est un thème qui me passionne. Mais finalement, dans mes cours, j'enseignais les bases de la distribution et évidemment, j'ai essayé de comprendre un tout petit peu ce qui allait se passer après. J'ai fait un master, un cycle certifiant en stratégie digitale et j'ai compris une chose fondamentale, c'est qu'après le marketing, c'est la distribution qui va être disruptée par le digital. Aujourd'hui, si je vous dis que je pense que le digital va disrupter le marketing et qu'on va parler de marketing digital, vous êtes tous haussés les épaules et me dire, évidemment, on est tous au courant. Et pourquoi les gens ne comprennent pas qu'après le marketing, c'est la distribution qui va être impactée par le digital? C'est une évidence aussi pour moi, c'est l'était il y a 3 ans, mais ce que ça change, c'est que quand le marketing est impacté par le digital, c'est la manière dont les entreprises dépensent leur argent qui change. Or là, c'est la manière dont les entreprises gagnent de l'argent. Donc, c'est fondamental et c'est même un pronostic vital. Donc, comprendre quelque part ce qui est en train de se passer, peu importe dans quelle discipline vous êtes, c'est fondamental parce qu'on est en train de vivre aujourd'hui un changement de paradigme majeur qui change la manière dont on vend des montres. Or, jusqu'à preuve du contraire, c'est quelque chose qui est fondamental, comme on l'a vu, pour pouvoir générer du profit. Alors, tu l'as dit, aujourd'hui, l'horlogerie vit une crise vraiment importante. Déjà, il y avait un vrai changement de paradigme avec la distribution avant le Covid, avec justement des boutiques qui disparaissent, des détaillants qui sont un peu parfois
étranglés, soit par les prix des loyers, soit par le stock. Et la crise du Covid a fait évidemment que empirer des situations, je pense surtout aux petites marques. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu proposes quelle est ta proposition de valeur dans cette distribution nouvelle et qu'est-ce que tu peux offrir? Tu parles beaucoup aussi de Figital. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment distribuer un produit aujourd'hui? Exact. Tout d'abord, je m'excuse auprès de l'audience. C'est vrai qu'en général, on aime bien avoir des réponses très simples et que ça tienne en une phrase. On va y venir. Finalement, ça peut être très simple. Le modèle que j'ai imaginé est mis en application et testé à travers notre propre marque. Enfin, vous ne pouvez pas appeler ça une marque, mais c'est en train de le devenir malgré moi. Mais si vous voulez, ce qui est fondamental, c'est de comprendre les bases. Si vous voulez, rien ne se fait par hasard. Le commerce tel qu'on le connaît est une nécessité, puisque si on veut faire du commerce international, il faut acheminer les biens physiques aux quatre coins du monde et il faut créer une espèce de sanctuaire dans lequel les gens peuvent se rendre, où ils vont être accueillis et vont pouvoir rentrer en contact avec le stock. Et puisqu'on ne se fait pas confiance, quand on tendait l'argent d'une main, on prenait la montre de l'autre. Et il y a une petite anecdote là qui est marrant, c'est que je vous ai dit, mon académie s'appelait Mercari. Mercari, c'est le dieu, Mercari, ça veut dire faire le commerce, et de là vient le mot Mercure, qui est le dieu du commerce. Et ce qui est marrant, c'est que Mercure est le dieu du commerce, mais c'est aussi le dieu des voleurs. Donc, ça montre très, très bien, finalement, que dans le commerce, on associe tout le temps le commerce au fait qu'on ne peut pas faire confiance à un commerçant. Donc, tout s'est mis en place, si vous voulez, toute cette architecture mondiale, c'est un tissage très fin au niveau mondial qui vous permet à vous, quand bon vous semble, d'aller dans un magasin. Vous savez où c'est, ils sont là tous les jours, ouverts, selon des horaires. Il y a des gens qui vous attendent. Et on prenait l'expérience avant, quand on préparait ça avec Raphaël, la bijouterie Robert à Neuchâtel. Je ne sais pas quand c'est que vous y êtes allé la dernière fois. Moi, j'y suis passé il y a une année, mais avant ça, ça faisait 20 ans. Et puis, ça veut dire que pendant 20 ans, moi, Thomas, ils m'ont attendu tous les jours. Ils se rasaient, ils se parfumaient, ils se préparaient en se disant, bon, que c'est qui va venir? Heureusement, ils n'attendaient pas que moi. Mais si vous voulez, on peut schématiser en disant que la distribution traditionnelle est extrêmement riche en expérience client, mais c'est extrêmement coûteux. Puisque quand vous achetez une montre dans une bijouterie, à l'international, typiquement, où il y a un setup, si vous voulez, vous avez un setup de distributeurs, qui sont les clients des marques, qui vendent à des détaillants, qui sont clients distributeurs, qui vendent au consommateur final. C'est une espèce de chaîne. Et finalement, tout ça absorbe 2/3 du prix de la montre, et la montre en tant que telle que vous avez au poignet ne représente qu'1/3 de ce que vous payez. Donc, en fait, vous payez très cher pour la commodité de pouvoir vivre cette expérience client. Et donc, là où ça devient intéressant, c'est que le digital, finalement, offre maintenant simplement une route différente, un accès différent. On l'a vu dans le marketing. Ça permettait aux marques de rentrer en contact directement avec les clients pour engager avec eux. Et de là, il n'y avait qu'un pas à ce que les marques décident à vendre à ses clients. La vente digitale représente quelque part l'effet inverse, c'est-à-dire vous avez un système qui permet de récupérer des marges, les 2/3 des marges des détaillants, ce qui se traduit pour une marque qui, au lieu d'utiliser le système de vente traditionnel, elle va vendre en direct, elle peut potentiellement rapatrier entre 200 et 400% de profit. Je vous répète le chiffre parce que ce n'est pas 20% de croissance, c'est 200 à 400% de croissance. J'ai des chiffres, si jamais des gens peuvent me contacter, je vous les donne volontiers. C'est mathématique, hein, c'est pas une estimation, c'est totalement mathématique. Et donc, évidemment, c'est extrêmement intéressant en termes de marge. Ce n'est pas par hasard qu'il y a tous ces noms comme ça qui éclosent aujourd'hui, Direct to Consumer, D2C, Omnichannel, tous ces noms-là sont là quelque part pour illustrer un mouvement inéluctable des marques qui veulent se rapprocher du client final. Plus on se rapproche du soleil, plus il fait chaud. Par contre, acheter en ligne, c'est quelque chose qui est très pauvre en expérience client. Et c'est le pendant, justement, malheureusement, du monde physique. Donc, vous avez aujourd'hui 2 mondes en concurrence. Alors, on viendra peut-être après aux questions. Et vous avez 2 mondes en concurrence qui, aujourd'hui, s'ils se croisent, créent un court-circuit. On en parlait avant, Raphaël. Si aujourd'hui, on veut vendre à un détaillant et un distributeur, mais qu'en même temps, on le court-circuite pour vendre en ligne, en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de vendre aux clients de vos clients.
évidemment, en général, au début, les premiers qui sont figurants, ils se sont fait flinguer. Moi, je me souviens quand on faisait des séminaires internationaux en 2008, hein, ça ne fait pas si longtemps, en 2010, on avait 130 distributeurs du monde entier dans la salle et il y en a un qui a levé la main un jour en disant « Bon, c'est quoi votre approche par rapport au e-commerce ?» Si le gars s'était levé, il aurait dit « Bon, voilà, je viens de découpiller une grenade. » Honnêtement, ça aurait fait le même effet. Tout le monde aurait sauté sous la table. Parce que c'était vraiment, si vous voulez, c'était quelque chose que les marques ont combattu. Et il y a énormément de désavantages à aller en direct parce qu'on se met à dos, on fait tout son réseau. Or, c'est suicidaire puisque quand vous tirez 95% de vos revenus de votre réseau, vous n'allez pas le court-circuiter puisque sinon, votre réseau va vous mettre à la porte. Donc, si vous voulez, c'est un passage extrêmement scabreux. On va passer très vite là-dessus, mais il y a des raisons qui font que les digues ont cédé. Et petit à petit, c'était les détaillants qui, d'abord mis sous pression pour des raisons de stock, ont commencé par élargir leur périmètre de vente. Donc, ils ont commencé de vendre en ligne, rompant la distribution sélective. Ensuite, c'est les distributeurs. Et finalement, c'est les marques qui s'y sont risquées. Aujourd'hui, honnêtement, sauf qui peut, tout le monde, face à la crise, essaie de vendre comme il peut. Et tout le monde se met en concurrence avec un mot magnifique qui s'appelle l'omnichannel en termes de distribution, qui, traduction de manière directe, veut dire bouffer à tous les râteliers. Et on essaie de vendre comme on peut à tout le monde et on met tout le monde en compétition. Ça crée un bordel dans le pricing, etc., etc. La solution, et si vous voulez, ce qui a engagé ma réflexion il y a 3 ans, c'était de savoir que c'était inéluctable. Pourquoi? Et là, j'écoutais Biver, qui était sur la même antenne que nous il y a 2 semaines, qui disait « Le plus dangereux est d'avoir des certitudes. » Là, je suis désolé, j'en ai une. Et en fait, ce n'est pas une certitude, c'est une équation mathématique aussi vraie que quand on saute en l'air, on retombe par terre. C'est la loi de la gravité. C'est que les entreprises ne vivent que parce qu'elles font du profit. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles vous et moi, on est vivants. On a tous des idéaux. Sauf que si vous et moi, on arrête de respirer pendant 1 minute et demie, on va mourir. Et une entreprise qui ne génère pas de profit, c'est comme un avion en plein vol qui n'a plus de kérosène. Il va forcément se passer une chose, c'est un vol plané et l'avion va s'écraser. Donc, une entreprise a un besoin impératif de générer du profit. Le profit, c'est quoi? C'est mathématique. Dans une marque horlogère, c'est la marge fois la quantité. Et c'est ce que j'ai fait pendant 15 ans. J'ai essayé de vendre le plus de monde possible, le mieux possible, avec le plus de marge possible. Or, il se trouve une chose qui est inéluctable aussi, qu'on voit dans les statistiques de l'AFH, qui était une pente douce qui a accéléré, qui est carrément une abysse maintenant, c'est une diminution des quantités. Et quand vous avez un paramètre d'une équation qui diminue et que vous en avez que 2, vous êtes obligé d'augmenter l'onde. Donc, c'était une évidence pour moi il y a 3 ans, voyons quelque part ce qui est en train de se passer, que les marques allaient avoir un besoin impératif de récupérer la marge quand ils perdaient des quantités. Alors, pour la récupérer, soit on augmente les prix, c'est une des raisons aussi qui explique que beaucoup de marques se sont envolées dans les 3000 et plus, mais pas tout le monde peut se permettre d'augmenter les prix. Il y en a que très peu qui peuvent le faire. Et donc, où est la marge, finalement? C'est dans les intermédiaires. Donc, il fallait repenser ça et c'est ce qui a un petit peu conduit toute ma réflexion, de trouver finalement une voie médiane, qui est ce que tu as dit, Raphaël, la voie du phygital, c'est-à-dire qui combine la rapatriation des marques et l'expérience client entre les deux. Et est-ce que tu peux justement, sur ce digital, donc là, j'ai bien compris l'idée que aujourd'hui, on oppose trop 2 modèles. Aujourd'hui, comment tu proposes d'allier à la fois cette expérience client qui est propre aux détaillants? D'ailleurs, on a une question de Patrick sur les détaillants qui dit quand même qu'ils font le job. Donc, comment tu expliques l'expérience client? Comment tu allies l'expérience client à justement cette facilité qu'on a aujourd'hui online et puis à ce contexte qui fait que l'online monte de plus en plus et fait que ça devient un créneau. Donc, quel est l'avenir pour toi de cette distribution aujourd'hui online? Phygital, pour Tristan, phygital, c'est en fait un mot valise qui veut dire physique et digital. Ça vient petit à petit à la mode, ça fait 3 ans que j'en parle, je suis content de voir que ça se démocratise un peu. Si tu veux, enfin, le truc, c'est que justement, on entend parler de plus en plus de phygital. Mais moi, quand j'entends parler de phygital, ce que je vois, c'est que les gens essayent de mettre un patch digital au monde physique. Et si vous voulez, on essaye, en gros, j'aime bien les métaphores, vous avez compris, on essaie de raser la crinière du cheval et d'améliorer la selle en se disant que le cheval va courir plus vite. Or, on a inventé la moto. Et si vous voulez, l'approche que moi je propose,
c'est de partir du digital, qui est la nouvelle colonne vertébrale, et de rapatrier du physique et de l'émotion. Alors, si vous voulez, j'ai eu cette intuition, j'ai imaginé un modèle économique que j'ai été proposé à des marques. J'ai approché pas mal de marques horlogères en disant, écoutez, je pense que les choses vont changer, que ça peut être une des solutions. Tout le monde m'a poliment remercié, un petit peu rionné, beaucoup n'ont pas compris. Et donc, si je voulais tester une chose dont j'étais sûr, il a fallu que quelque part, je crée mon propre modèle, ma propre marque, mon propre support pour faire mon test de laboratoire. Donc, j'ai créé une montre. Euh, Évidemment, après, j'ai fait un truc qui me plaisait bien. J'y ai mis beaucoup de valeur ajoutée et beaucoup de qualité. Et je voulais un rapport qualité-valeur perçue qui était très haut. Donc, la montre n'est pas Suisse-made. Ça, c'est une autre histoire. On va ouvrir cette porte-là. Mais finalement, si vous voulez, pour moi, c'était pas forcément l'origine de la montre qui était importante. C'était vraiment repenser la filière de distribution, c'est-à-dire la manière de vendre ce produit. Et l'idée, c'était en fait de pouvoir offrir une expérience client. Et ça s'est traduit sous la forme justement d'un système de vente que j'ai appelé User Generated Commerce, qui permet en fait aux gens de challenger, qui permet de repenser les trois coûts fondamentaux de la distribution. La personne, en fait, qui va acheter ma montre va bien évidemment porter ma montre et de facto va devenir le point de vente, en l'occurrence un poignet de vente, c'est-à-dire un point où la vente peut se faire. Le service, qui est la deuxième chose qui génère des coûts dans la distribution, je vais imaginer le disrupter en créant un nom de marque qui était imprononçable, c'est totalement voulu. Moi-même, je ne savais pas comment on le prononçait, BA1110D, 111OD, Bayo, en fait, ce n'était pas très important pour moi, puisque le fait de ne pas pouvoir la prononcer allait créer justement une discussion. C'est la première question qu'on vous pose quand on voit une montre qu'on ne connaît pas en poignet, c'est quoi la marque? Donc, j'engageais et je disruptais le service, et finalement, le stock qui est de loin le plus problématique chez un détaillant, j'ai imaginé reprendre les lois du trading, en fait, où quand vous commandez 500 tonnes de blé, on ne vous livre pas 500 tonnes de blé dans votre palier, c'est-à-dire vous acquérez un droit sur quelque chose. Donc, quand vous achetez ma montre, vous avez la montre et vous avez 4 droits de la revente qui, finalement, vous n'avez pas enlevé votre montre et la donner à l'autre personne qui la veut, vous allez lui passer un de vos codes, un de vos droits. Et quand vous avez validé 4 droits, bien évidemment, je vous remercie en vous offrant une deuxième montre gratuite, puisque vous avez fait de 1, ma vente, mais de 2, vous avez fait mon marketing. Et si vous voulez, cette manière-là me permettait de renverser énormément de logique, c'est-à-dire je disruptais les 3 coûts fondamentaux de la distribution et je renversais la logique marketing, puisque la logique marketing fait que des marques investissent énormément d'argent pour capter votre attention, vous attirer dans un point de vente, ce qu'on appelle le drive to store, et essayer de convertir et de vous attraper pour vous sortir avec la montre. Moi, je renverse la logique. Plutôt que de dépenser énormément d'argent pour créer de l'intérêt, la montre se balade au poignet de mes clients et de manière aléatoire va susciter l'intérêt, quelque part génère la vente. Et finalement, il y a énormément d'intérêt là-dedans. Oui, la conférence est enregistrée, donc il y aura des… Je suis désolé, il y a beaucoup d'informations. Et si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que ça me permet de finalement résoudre de manière fondamentale beaucoup de ces problèmes. C'est-à-dire, ça permet aux gens de pouvoir lancer une marque comme je l'ai fait moi. Je l'ai fait sur LinkedIn. J'ai investi 0, en fait. Et parce que voilà, j'enseignais mon académie, je voulais démontrer que ce que je disais, c'était possible. Et je me retrouve aujourd'hui avec 1 million de chiffre d'affaires et c'est une exponentielle. Donc, ça veut dire que d'ici début d'année, ça sera 1 million. Et voilà, on verra. On connaît bien le phénomène des exponentielles dernièrement. Et puis, finalement, ça me permet de résoudre pas mal de choses. Donc, le User-Generated Commerce, qui fait écho au User-Generated Content, qui est le modèle d'affaires des réseaux sociaux, c'est un commerce autogénéré. Donc, ça me permet justement de pouvoir offrir un delta et des montres qui sont avec des propriétés impressionnantes. Pour l'instant, pas Swiss-made, mais tout peut changer. Et puis, ça me permet de résoudre aussi, Tupperware, bon, il viendrait, et ça me permet en fait de résoudre aussi des problèmes fondamentaux de la distribution, puisque je respecte et j'apprécie beaucoup les distributeurs et les détaillants, et il y a aujourd'hui 100 000 détaillants dans le monde qui ne savent pas forcément comment ils vont faire. J'étais dernièrement à TTC, et le présentateur a pas mal insisté sur le fait que mon modèle condamnait les détaillants. C'est pas moi qui ai causé 380 licenciements chez Bucherer, vous en doutez bien. Le problème était déjà là et Covid, quelque part, c'est un espèce de fast-forward de ce problème-là.
Les détaillants ont trois problèmes fondamentaux aujourd'hui. De un, le prix, le pricing n'est plus respecté. Dit clairement, c'est un bordel planétaire. On ne sait plus quel est le prix vraiment qu'on doit payer pour une montre et c'est horrible. En plus, il y a Black Friday qui arrive. Vous achetez un truc, boum, vous voyez quelque chose qui est nettement moins cher qu'ailleurs. Moi, je vais faire une offre promotion Black Friday pour ma montre. Ça va être 0% de rabais. Relax, vous payez déjà le meilleur prix. C'est le meilleur cadeau que je peux faire à mes clients, c'est de savoir qu'ils ne trouveront pas meilleur marché ailleurs. Et étant donné que je garde la propriété de l'objet, puisque les gens ne vendent pas un objet, mais le droit de le vendre, c'est moi qui garde la propriété, le pricing ne varie pas. Donc, je règle le problème du pricing. Je règle le problème, étant donné que je garde la propriété de la distribution sélective. On voit très bien aujourd'hui, Bucherer est le distributeur Rolex. Vous allez chez Bucherer à Bahnhofstrasse, il n'y a plus de Rolex. Vous allez chez les ambassadeurs, vous avez toutes les Rolex, sauf qu'elles sont 2 fois le prix parce que c'est du pre-owned. Donc, la distribution sélective est réglée. Et le dernier, c'est le problème des détaillants. Vous allez dans un point de vente, vous allez essayer la montre, merci beaucoup, vous sortez, vous l'achetez chez Chrono 24, moins cher. Et donc, les détaillants aujourd'hui offrent un service, mais fait quelque part ne font plus la vente. Et c'est ça le problème fondamental que mon modèle réussit à régler. Raphaël, tu me dis si je parle trop. Alors, merci Thomas. Alors, c'est très intéressant et il n'y a pas de souci. Il nous reste maintenant 10 minutes. Donc, moi, ce qui était important pour moi, c'était vraiment de bien. Donc, ton modèle est vraiment très intéressant. Il a plein de choses à apporter, surtout aujourd'hui où il nous faut vraiment des idées nouvelles. Donc, c'est vraiment intéressant ce système d'affluent d'or, ce système de lieu d'expérience. J'adore vendeur, ouais. Et c'est chouette. Donc, je propose dès maintenant aux personnes ici présentes de poser leurs questions. On a déjà deux petites des questions déjà online. On parle de Tupperware 4.0. Ouais. Qu'est-ce que tu dis à ça, par exemple? C'est vrai qu'aujourd'hui, ton modèle, très brièvement. Bien sûr. Alors, si tu veux, c'est totalement normal qu'on essaie d'apprendre la nouveauté par des choses qu'on connaît. C'est totalement humain. Et si tu veux, mon modèle n'est pas un modèle Tupperware. Clairement, les gens ne vont pas acheter du stock et en faire un business et gagner de l'argent et inviter des amis pour leur vendre un truc. C'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir avec le modèle pyramidal où les gens, c'est un montage financier illégal, où les gens vont se faire de l'argent en rapatriant des gens, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que moi, j'étais très inspiré par la 4e révolution industrielle, où ce que j'en ai compris, à défaut des 3 premières qui créent quelque chose, où il y a eu un avant, un après, la vapeur, l'électricité, la révolution, l'informatique, la 4e révolution industrielle a ça de spécifique qu'en fait, elle n'est basée sur rien de nouveau, c'est la mise en relation de choses existantes qui crée des choses nouvelles. Et si tu veux, mon modèle, c'est un séquençage génétique de choses existantes. Il y a certainement une inspiration de pyramidal, il y a certainement quelques gènes de Tupperware, il y a des choses comme ça. Mais dire que mon modèle, c'est du Tupperware, c'est comme dire qu'un livre est le même qu'un autre parce qu'on retrouve les mêmes 26 lettres. Si vous voulez, tout est dans l'agencement des lettres et tous les livres que vous avez tous lus sont composés de 26 lettres. Tout est dans l'ordonnancement. Donc, l'ordonnancement, la séquence dans laquelle je fais les choses n'existe pas. C'est pour ça d'ailleurs que la semaine prochaine, je vais lancer une app qui, quelque part, formalise ce modèle d'affaires. Et si tu veux, c'est vraiment ça qui est une spécificité. Donc, on retrouve des choses, bien sûr, on retrouve les 26 lettres, mais la manière dont je le fais est différente et permet des choses totalement nouvelles. Je donne des cours en ligne, ça fait 8 mois que j'arrive plus, j'étais complètement dépassé par mon modèle qui a très bien marché du coup. Du coup, ouais, je crois que je vais bientôt recommencer de faire des cours dans ma trade academy sur une question qu'on m'a posée. On a aussi une question de Maxime Delab sur l'impact de l'image de marque. Bien sûr. Alors, les marques ont toujours voulu vraiment extrêmement contrôler l'image qu'elles vont donner. Et on est dans une industrie quand même qui fonctionne sur le modèle d'exclusif. C'est un mot qui m'a toujours horrifié. C'est une marque exclusive. Exclusive vient d'exclure. Donc, quelque part, le modèle de base, c'est la queue dans les discothèques. Tu ne peux pas rentrer, c'est pour ça que tu as envie de rentrer. Donc, quelque part, tu ne peux pas accéder à ce produit et souvent, le prix est le modèle excluant ou exclusif. Quelque part, moi, je challengerais un tout petit peu ça dans le fait qu'aujourd'hui,
le luxe, la perception du luxe a aussi changé. C'est plus forcément le fait de posséder un objet qui est inaccessible à la plupart. J'ai été très intéressé par une discussion que j'ai eue avec quelqu'un qui me parlait de valeur sociale, social value. Et le fait, c'est qu'aujourd'hui, le luxe n'est pas forcément de posséder un objet, mais d'être reconnu par la marque qui le produit. Je vous donne un exemple. Vous avez 4 influenceuses, par exemple, ou des influenceurs, qui se retrouvent pour boire un café. Les 4 ont le même sac Chanel. 3 l'ont acheté, une l'a reçu de Chanel parce que Chanel la reconnaît comme quelqu'un qui peut représenter sa marque. Qui, à votre avis, a la valeur sociale la plus haute et quelque part pourra dire aux autres, ben, vous l'avez acheté, moi c'est Chanel qui me l'a envoyé. Donc quelque part, ce qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui les consommateurs ont une énorme passion et moi je le vois pour mon modèle. J'avais pas vraiment prévu ça, mais je vois énormément de gens qui postent et qui mettent la veste de ma marque. Ils sont très très fiers de pouvoir en parler. Pourquoi? Parce qu'ils sont reconnus et quelque part ils peuvent non seulement parler de mon modèle, influenceur, mais aussi vendeur. Et ça donne quelque part un sentiment d'appartenance. Maintenant, oui, les marques ont toujours voulu 100% contrôler, mais finalement, qui c'est qui décide? C'est le client, qu'on le veuille ou non. Et le client, quelque part, on aimerait bien savoir exactement contrôler la manière dont il va dire, mais quelque part, j'aurais envie de vous dire, c'est pas très, très grave, puisque qui se ressemble, s'assemble. Je vais dire quelque chose d'horrible, mais c'est quand même malgré tout une évidence. Il y a des niveaux socioculturels qui fait que des gens qui possèdent certains objets vont rencontrer des gens qui possèdent certains objets, qui ont les capacités d'acheter certaines choses, vont avoir un cercle socioculturel. Des gens qui adorent parler de littérature vont avoir des amis qui parlent de littérature. Des gens fanats de bagnole vont rencontrer des gens fanats de bagnole ou de football, etc., etc. Donc, les gens vont rencontrer des gens qui ont les mêmes passions. Et finalement, qui mieux qu'une personne passionnée de quelque chose va vous parler de ces choses. Donc, dans mon modèle, finalement, les gens se retrouvent. J'ai tout type de clients. J'ai vendu 1300 montres, 800 en Suisse romande, des gens de divers horizons. Mais je sais que quand ils se rencontrent, ils vont utiliser les termes, ils vont parler de ma montre dans les mots qui sont les leurs, dans le réseau qui comprend la manière dont les gens vont s'exprimer. Donc, quelque part, l'image de marque, finalement, appartient au client. C'est ça la spécificité de mon modèle. Et les gens vont décider. Et la Maxime me dit, bah, quand on récupère une montre gratuite, qu'est-ce qu'on fait? On peut la revendre? Ben oui, ils peuvent la revendre. D'ailleurs, j'en ai vu qui la revendent maintenant. Il y en a même qui arrivent à rembourser le rachat initial et se faire de l'argent, sauf qu'ils la revendent à 680 francs quand ils l'ont acheté 380. Et je pense que je suis la seule marque d'entrée de gamme et une des rares marques qui se vend 70% plus cher que les gens l'achètent. C'était calculé, puisque la rareté crée évidemment le désir, et effectivement, les montres se revendent plus cher qu'elles s'achètent. Donc voilà, et pourquoi les gens le vendront moins cher? Et les gens, quelque part, en l'achetant, ne vont pas la revendre moins cher parce que c'est moi qui maîtrise le pricing. Et puis, je vais vous dire un truc, comme dit Julien, le bouche à oreille est bien plus puissant, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça fait 10 000 ans que c'est là. Mais vous croyez qui? D'abord, vous croyez un vendeur dans un magasin, tout le respect pour eux, ou votre ami qui lui, a la montre au poignet, va vous la donner. Quand, et là de nouveau, quand quelque part Brad Pitt était payé par une marque horlogère pour la représenter et que quelques années plus tard, il est payé par une autre marque, eh ben, il va, quelque part, on sait que c'est parce qu'il est payé par une marque pour dire que c'est bien. Un influenceur, bah, il va vous dire qu'une marque est bien parce qu'il était payé par une marque. Dans mon modèle, c'est horrible à dire, c'est magnifique à dire, c'est le client qui paye pour parler de ma marque. C'est beaucoup plus crédible. Vous avez quelqu'un qui a acheté un produit, vous dit, moi, je l'ai payé, bah, regarde, je vais te dire ce que j'en pense. Donc, évidemment, vous êtes beaucoup plus convaincu que, bah, challengeons le truc. Est-ce que vous trouvez normal que des gens soient payés pour vous dire quelque chose de bien? Quelle est la légitimité et la vraie crédibilité que quelqu'un qui est payé pour vous dire que ce qui lui permet de donner son gagne-pain est bien pour vous? Bah, je sais pas, moi, je préfère quelqu'un qui a un jugement tout à fait neutre. Alors, il est midi 41. Je propose une dernière question et puis après, on conclura. Juste aussi, on en a très peu parlé finalement de ta vision du SAV, parce que c'est vrai que ça fait quand même, c'est assez important dans l'expérience client, le SAV. Alors, totalement, il faut avoir confiance dans ce qu'on fait. Et si vous voulez, le SAV, en général, on s'attend à ce que ça marche, mais ça flingue une marque si ça marche pas, c'est clair. Et, bah, évidemment, moi, j'ai un setup, j'ai un SAV ici à Neuchâtel par des gens agréés qui font des marques de haut de gamme. Et je pense qu'on est franchement nettement meilleur que la plupart des marques que je connais. En général, c'est quand même quelques mois, vous ne savez pas bien votre marque.
Nous, en général, c'est moins d'une semaine. Donc, voilà. De toute façon, en général, dès que vous achetez une montre, on vous laisse un message vocal, on vous parle, vous avez mon téléphone, il y a plein de gens qui débarquent au bureau. D'ailleurs, ma crainte aujourd'hui, c'est de rien débarquer. Les gens passent boire des cafés, on échange. C'est pas ma marque, hein, ça appartient à ma communauté, c'est pas moi qui vends, je vends jamais. Et voilà. Les gens retournent la montre simplement par courrier, ils passent ici ou ils l'envoient par DHL, on leur envoie un truc et puis on leur renvoie. Enfin, c'est un système de SAV normal. Thomas, il est 43, donc c'est vrai que je suis assez rigoureux sur l'heure. On essaye d'être Bien des sûr. bons horlogers. Moi, je voulais déjà te remercier pour cette conférence. C'était vraiment super intéressant d'avoir ta vision de la distribution horlogère dans une situation de crise. Ça nous Mhm. permet aussi d'imaginer d'autres pistes pour l'avenir de la distribution. Une piste qui permettrait d'arrêter d'opposer les choses, hein, c'est d'actualité, mais plutôt de les allier et d'en faire une force. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Moi, je vous propose à toutes et tous de se faire juste un petit selfie là tout de suite maintenant en faisant une petite copie d'écran. Voilà, donc je vous fais tous un petit coucou. Si vous voulez, voilà, hop, voilà, tac, tac, tac. Merci beaucoup. Et puis, on a tout plein de programmes déjà, tout prêt. Donc, je vous invite vraiment à aller sur notre lien qui s'appelle JobWatch Live, que Valérie va tout de suite mettre sur notre petit barre d'infos à droite. Je vous invite aussi à aller sur le site de Thomas, aller voir ses montres qui sont Ou sur vraiment… LinkedIn, je publie beaucoup sur LinkedIn. Enfin, je suis très open source, hein, j'explique tout ce que je fais. Et Parce que ça, je pense que c'est justement ce dont a besoin l'horlogerie aujourd'hui. C'est pas chacun dans son coin, c'est tous ensemble. c'est vrai que la générosité dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, on a beaucoup parlé avant et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui te caractérise fortement. Donc, je vous invite à le suivre sur LinkedIn, à aller voir sa montre qui est très belle et qui est vraiment à un prix très intéressant. Donc, je vous invite vraiment à aller voir sa montre. Il y a aussi là, j'ai eu des questions concernant les cours. Si Ouais, Thomas… c'est watch-trade.academy, mais je suis désolé, je n'ai même pas le temps de mettre le site à jour, mais je vais refaire une formation bien. J'ai mis le lien et puis donc je vous encourage à aller voir son site. Il donne vraiment beaucoup d'infos et cette démarche open source est vraiment très intéressante, surtout en Suisse. Donc voilà, merci beaucoup pour ce discours disruptif. Merci à tous. Et puis je vous souhaite vraiment d'être super bien et d'avoir une très belle énergie positive pour la fin de cette journée et je vous dis à très très bientôt. Voilà. Bravo pour le timing. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.